Bonjour à tous, nous allons poursuivre ce cours de mécanique des fluides par un chapitre consacré au calcul des forces de pression exercées par exemple par de l'eau sur une paroi plane. Et dans ce chapitre, nous avons prévu deux séquences. Une première séquence qui va être consacrée, sans doute pour beaucoup d'entre vous, à des rappels sur les caractéristiques géométriques des sections planes, en parlant du centre de section et des moments quadratiques ou des moments d'inertie par rapport à certains axes. Et dans une deuxième séquence, nous parlerons donc de la résultante des forces de pression et de la position du centre de pression, qui est la conséquence de l'application de l'eau qui s'exerce derrière une paroi plane. Alors, en introduction, on va faire un petit rappel à la fois touristique et historique. Il a fallu depuis très longtemps contenir de l'eau ou des liquides. Dans le cas présent, vous voyez ce qu'on appelle à l'écran une cale sèche. Il s'agit d'un ouvrage qui est situé dans la mer, alors très exactement en Rance en France, c'est-à-dire dans l'estuaire entre Saint-Malo et Dinard. Et l'ouvrage que vous voyez ici à marée basse permettait, lorsque les bateaux devaient être réparés, et il s'agissait essentiellement de Terre-Neuve, eh bien d'être mis en cale sèche. Donc à marée haute, on ouvrait les portes, le bateau rentrait. Une fois que le bateau était rentré, on fermait les portes. Et on vidait le contenu de la cale sèche par la petite trappe que l'on voit sur la photo du bas, jusqu'à temps que le bateau repose sur des cintres et que les ouvriers puissent travailler le temps nécessaire pour calfater par exemple les coques. Et puis une fois que les opérations étaient terminées, eh bien, on remettait, lors de la marée montante, la cale à eau, on ouvrait les portes et le bateau pouvait partir pour de nouvelles campagnes de pêche. Et donc, sous l'effet du marnage, c'est-à-dire la hausse et la baisse du niveau d'eau, eh bien, les parois que vous voyez étaient de temps en temps exposées à la pression liée à l'eau sur un côté et à la pression liée à l'air sur l'autre. Et donc, on va calculer les forces de pression résultant de l'application de l'eau sur un côté de la paroi. Alors, avant de se livrer à des calculs mécaniques, comme on l'a dit, on va rappeler des caractéristiques géométriques d'une section plane, qui est souvent rectangulaire, mais on va traiter ce problème dans le cas général en introduisant dans un premier temps la notion de moment statique d'une surface plane que vous voyez à l'écran par rapport à un axe. Chaque fois que vous entendez parler de moment, chaque fois que vous entendez parler de force, commencez par dire que le moment qui vous intéresse, c'est la somme de moments élémentaires et définissez ensuite le moment élémentaire. Alors le moment élémentaire, il va être ici défini par le produit du bras de levier par le petit élément de surface ds. Si on veut calculer le moment élémentaire du petit élément de surface ds qui est hachuré dans le plan de la figure, par rapport à l'axe y, on prend un bras de levier orthogonal, la distance est égale à x, et le moment élémentaire, c'est x ds. Et on va faire la somme sur la surface de ces moments élémentaires. C'est ainsi que l'on obtiendra m indice y, puisqu'on calcule ces moments par rapport à l'axe y, égale somme sur s de x ds. De la même façon, on peut calculer le moment statique de cette surface plane par rapport à l'axe horizontal, qui est l'axe x, en faisant la somme des moments élémentaires, lesquels moments élémentaires sont égaux au produit de l'élément de surface ds par le bras de levier orthogonal à l'axe considéré, et le bras de levier est noté ici petit y. Donc m indice petit x égale somme sur s de y ds. Alors regardons ce qu'il se passe si nous avons affaire à une surface rectangulaire. Cette surface rectangulaire a une base comprise entre l'abscisse petit a et petit b et une hauteur comprise entre les abscisses petit c et petit d. On va calculer dans un premier temps le moment statique de cette surface par rapport à l'axe horizontal.
Donc on va faire la somme des moments élémentaires, et les moments élémentaires sont égaux au produit du bras de levier, Y, donc la distance entre l'élément de surface et l'axe par rapport auquel on calcule le moment, et ds, ce n'est autre que la largeur de la surface rectangulaire, qui ici est constante, b-a, que multiplie un petit élément de hauteur dy. Et donc on va faire la somme sur S de y ds. On remplace ds par sa valeur, la surface rectangulaire étant de largeur constante, on peut sortir le terme b-a du signe somme, et on va donc faire la somme de y dy de petit c à petit d, c'est-à-dire on va balayer la hauteur de l'élément rectangulaire. Et donc on obtient immédiatement b-a sur 2 que multiplie d2 moins c2. Ceci provient du fait que l'intégrale de y, c'est y2 sur 2 que j'ai pris entre d et c. Alors j'en profite pour vous faire remarquer que d2 moins c2 peut être réécrit sous la forme d moins c que multiplie d plus c. d moins c, ce n'est autre que la hauteur. Quand vous la multiplierez par b-a, vous aurez la surface. Et le terme que j'ai laissé en suspens, d plus c sur 2, ce n'est autre que l'altitude du centre de surface de cette surface rectangulaire. C'est pour ça que les moments statiques vont être utilisés essentiellement pour définir la position des centres de surface. Continuons la démonstration en calculant le moment statique de cette surface rectangulaire par rapport à l'axe vertical. On va donc calculer la somme des moments élémentaires. Le moment élémentaire est défini par le produit du bras de levier petit x par l'élément de surface ds, lequel élément de surface est égal au produit de la hauteur. La hauteur, c'est d moins c, que multiplie un petit intervalle de largeur dx. Donc de la même façon, le moment sera égal à la somme des moments élémentaires. On remplace ds par sa valeur. La valeur d-c peut être extraite du signe somme puisqu'elle est constante. Et donc, sans problème d'intégration, on obtient une formule similaire à la précédente. Ici encore, b2 moins a2 peut être réécrit sous la forme b-a, qui correspond à la largeur, que multiplie b plus a, et le terme b plus a sur 2, qu'on pourrait faire apparaître sur cette expression, correspond à la position du centre de surface projeté sur l'axe horizontal. Donc voilà comment on fait pour calculer le moment statique d'une surface plane. C'est ce qu'on appelle un moment d'ordre 1. Pourquoi? Parce que le bras de levier, petit x ou petit y, intervient à la puissance 1. Donc on va introduire par la suite un moment d'ordre 2 où le bras de levier interviendra à la puissance 2. Alors, pourquoi calculer des moments statiques? Eh bien, je vous l'ai dit, ces moments statiques servent à calculer la position du centre d'une surface. Alors ici, une surface rectangulaire, on aurait pu se passer de cette démonstration pour trouver le centre, mais de façon générale, pour trouver le centre, eh bien, on va dire que le produit de la surface par YG, YG c'est l'altitude du centre de surface, est égal à la somme sur S de YDS. En remplaçant par le résultat que nous avons trouvé précédemment, en faisant apparaître la surface S, eh bien, nous arrivons, et chacun pouvait s'en douter, à une altitude du centre de surface égale à D plus C sur 2. Alors, vous allez me dire pourquoi on a besoin du centre de surface? Eh bien, parce qu'il sera très commode dans les calculs de positionner un repère qu'on appellera le repère principal en prenant l'origine au centre de surface. Et dans un second temps, quand on abordera dans la séquence suivante la mécanique, eh bien, on verra que la résultante des forces de pression est égale au produit de la surface par la pression qui s'exerce au centre de surface. Donc il faut connaître absolument sa position. De la même façon, pour l'axe horizontal, on va écrire que S fois XG est égal à somme sur S de XDS. Somme sur S de XDS, c'est le moment statique que nous avions calculé. La surface S, c'est B-A que multiplie D-C, et on obtient immédiatement la position du centre de surface que je vais repérer par la lettre G. Voilà, donc
premier type de moment, première famille de moments, des moments statiques. Le bras de levier intervient à la puissance 1 et on se sert de ces moments statiques pour calculer, quand cela n'est pas immédiat, on le verra dans le petit quiz, la position du centre de surface. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a aussi des moments d'ordre 2, c'est des moments qui vont faire intervenir le bras de levier à la puissance 2. Donc là encore, lorsqu'on veut calculer le moment d'inertie axiale d'une surface plane, on va faire la somme des moments élémentaires, lesquels moments élémentaires sont définis par le produit de l'élément de surface ds par le carré du bras de levier entre l'élément de surface et l'axe par rapport auquel on calcule le moment. Donc ici, I indice Y est égal à somme sur S de x2 ds. De la même façon, on peut calculer le moment quadratique par rapport à l'axe horizontal. La distance de l'élément de surface à cet axe est égale à Y. On met cette distance au carré, Y2. On multiplie par ds pour avoir le moment d'inertie ou le moment quadratique élémentaire et on fait la somme sur S. Regardons ce qui se passe sur une surface rectangulaire. L'élément de surface avait déjà été défini. Pour alléger les calculs, j'ai positionné l'origine du repère de calcul dans le point inférieur gauche de la figure et en notant petit b la largeur de la section rectangulaire et petit h sa hauteur. Donc l'élément de surface, c'est dy que multiplie b. Le bras de levier, c'est y. Donc je vais calculer la somme de 0 à h de y2 dy. y2, ça va me donner y3 sur 3 quand on intègre entre 0 et h. Donc b h3 sur 3. Alors, pourquoi s'arrêter un instant pour interpréter cette formule? Dans un premier temps, pour donner sa dimension, les moments quadratiques ou les moments d'inertie sont des grandeurs homogènes à une longueur à la puissance 4. Vous voyez B que multiplie H à la puissance 3. Donc ces caractéristiques s'expriment en mètres puissance 4, en centimètres puissance 4, en millimètres puissance 4. Et vous voyez que parmi les deux grandeurs qui interviennent, à savoir la longueur et la largeur et la hauteur, petit b la largeur, petit h la hauteur, il y en a une qui intervient au cube. Donc si vous voulez augmenter l'inertie de cette surface ou le moment quadratique de cette surface par rapport à l'axe petit x, il vaudra mieux jouer sur la hauteur que sur la largeur. Imaginez un instant que vous doubliez la largeur, vous doublez I indice x. Si vous doublez la hauteur, en remplaçant h par 2h, vous multipliez par 8. 8, c'est 2 puissance 3, le moment quadratique. Et le moment quadratique, ça va être une caractéristique géométrique qui va expliquer comment la section en question, rectangulaire ici, s'oppose au basculement, au renversement, à une rotation par rapport à l'axe horizontal. C'est ainsi que vous remarquerez sur les chantiers que les poutres sont plus hautes que larges. Pourquoi? Parce qu'elles doivent résister à la flexion ayant pour conséquence de faire tourner les sections de la poutre. De la même façon, on va positionner maintenant ce moment quadratique par rapport à un axe passant par le point G. Donc l'origine n'est plus en bas à droite, mais est située au centre de section que nous avons défini précédemment. La formule de calcul reste la même, y de ds, ds étant égal à b dy. Ceci dit, les bornes de l'intégrale changent, puisque lorsque nous allons balayer la surface de bas en haut, eh bien, nous allons faire la somme de moins h sur 2 à plus h sur 2, ce qui nous conduira à un moment quadratique ou un moment d'inertie, I indice grand X. On est passé d'une minuscule à une majuscule pour signaler que nous sommes dans un repère principal, c'est-à-dire un repère qui s'appuie en particulier sur le point G. Eh bien, I indice grand X est égal à BH3 sur 12. On retrouve la même dimension que précédemment, mais bien évidemment une formule différente, puisque on va calculer la caractéristique de la surface, non pas par rapport à l'axe qui passait par le plan inférieur de cette surface, mais par rapport à un axe qui passe par le centre. Donc on va faire le même calcul
pour calculer le moment d'inertie de cette section rectangulaire par rapport à l'axe Y. Donc le bras de levier est petit x, la surface est égale à h que multiplie dx. Et donc tout calcul fait, on trouve une formule duale qui est B3h sur 3. Donc si vous voulez empêcher le basculement, le pivotement de cette surface par rapport à l'axe Y, il vaut mieux jouer sur la largeur petit b que sur la hauteur petit h. De la même façon, on va recalculer ce moment d'inertie, non pas par rapport à l'axe qui était basé à gauche de la figure, mais par rapport à l'axe principal, grand Y, et donc on obtient, tout calcul fait, B3H sur 12, I indice grand Y égale B3H sur 12. Donc voilà comment on fait pour calculer le moment d'inertie axiale d'une surface plane, qu'on appelle des fois moment d'inertie sans mettre d'autres adjectifs qualificatifs, ou moment quadratique. Pourquoi? Parce que le bras de levier est intervenu à la puissance 2. Alors, vous allez trouver ici un nom d'une personne célèbre qui est intervenue dans plusieurs domaines, en particulier en optique, qui a établi, grâce à son théorème, ou au théorème qui porte son nom, une formule qui permet de calculer le moment quadratique d'une section par rapport à n'importe quel axe, dès lors que cet axe est parallèle à un axe principal. Donc on va positionner par rapport au centre de la surface un axe principal, grand X, et on suppose que l'on connaît par rapport à cet axe principal le moment d'inertie, ou le moment quadratique. Eh bien, si on prend un axe petit x, situé à une distance y indice g de cet axe principal, et si l'axe x, petit x, est parallèle à l'axe rouge, grand X, eh bien, le théorème de Huygens va nous permettre de passer très rapidement de l'inertie exprimée dans le repère rouge à l'inertie exprimée dans le repère bleu. C'est ce que nous allons voir. En effet, si on veut calculer I indice petit x, eh bien, on va faire la somme de y plus yg au carré, donc le carré du bras de levier, que multiplie ds. En effet, l'élément de surface, vous le voyez hachuré dans le plan de la figure, il est à une distance petit y de l'axe rouge, et cet axe rouge est lui-même à une distance petit y indice g de l'axe bleu. Donc la somme des deux distances, c'est y plus yg au carré. On peut développer cette identité remarquable, ce qui permet de faire apparaître y2 dans une première intégrale, yg au carré dans une dernière intégrale, et ensuite 2 fois yg que multiplie somme de y ds. En vertu de la propriété du moment statique, somme sur S de y ds, l'expression que vous avez à l'écran se simplifie en faisant apparaître I indice X égale I indice grand X plus YG au carré que multiplie S. Et donc, si nous connaissons YG dans un catalogue, c'est souvent ce qui se passe pour des sections classiques, des sections rectangulaires, des sections en forme de U, des sections en forme de T. Toutes ces sections ont été créées par la construction métallique et donc ont donné lieu à des catalogues issus de la sidérurgie, présentant les différentes caractéristiques normalisées des sections métalliques, souvent sous forme de lettres de l'alphabet, la lettre T, la lettre I, la lettre H. Et donc, on connaît dans les catalogues I grand X, comme on connaîtra I grand Y, on connaît la position des centres de surface par rapport à des axes, on connaît les surfaces et donc on peut utiliser la transformation proposée par Huygens. De la même façon, si on veut calculer I indice Y, connaissant I indice grand Y, on va faire la somme des deux bras de levier. Le bras de levier petit x qui sépare l'élément de surface ds de l'axe principal et x indice g qui sépare l'axe principal de l'axe y parallèle par rapport auquel on veut calculer l'inertie. On développe l'identité remarquable, on fait apparaître naturellement des moments statiques, on fait apparaître des moments quadratiques connus, et donc en réorganisant l'expression précédente, on obtient une formule similaire à la précédente qui nous dit que l'inertie par rapport à un axe petit y, lui-même parallèle à l'axe grand Y, est égale à l'inertie par rapport à l'axe grand Y plus
xg au carré, donc la distance entre les deux axes, que multiplie la surface. Donc voilà l'application du théorème d'Huygens. On peut vérifier ce théorème très facilement à partir de la petite surface rectangulaire. Y grand X est égal à BH3 sur 12. Le bras de levier entre les deux axes est égal à H sur 2. La surface est égale à B fois H. Et donc, en faisant la somme des deux termes, on obtient BH3 sur 3 que nous avions démontré précédemment. Et il en est de même, naturellement, si on calculait Y grand Y, c'est ce que vous le voyez ici. Le bras de levier, pardon, la distance entre les deux axes est égale à B sur 2, la moitié de la largeur de la section rectangulaire. La surface est toujours égale à B fois H, et donc on peut vérifier l'application du théorème de Huygens. Alors on peut aller plus loin dans les caractéristiques géométriques des sections, en particulier en indiquant un autre moment d'inertie qu'on appelle le moment d'inertie polaire d'une surface plane. Il est défini par la somme des moments élémentaires, encore une fois, et le moment élémentaire, c'est le carré du bras de levier, mais ce coup-ci, non pas par rapport à un axe, mais par rapport à l'origine, petit r. Donc R2 ds, et le moment élémentaire, on en fait la somme sur S. R2 va pouvoir être décomposé sous la forme de x2 plus y2, dès lors que nous sommes dans un repère orthonormé, avec des axes orthogonaux, et on démontre ainsi, en remplaçant R2 dans l'intégrale par sa valeur, que le moment polaire, c'est la somme de I petit x plus I petit y. Alors, la notion de moment polaire va avoir un intérêt lorsqu'on veut calculer le moment d'inertie ou le moment quadratique d'une surface circulaire, d'un disque de rayon grand R. On pourrait calculer la somme de R2 ds en se positionnant en coordonnées circulaires. L'élément de surface ds, c'est R que multiplie dr que multiplie dθ. Mais on va utiliser la propriété d'additivité des moments quadratiques exprimée dans des repères orthogonaux. Donc le moment polaire, c'est encore Y grand X plus Y grand Y. Mais comme vous avez une symétrie Y grand X est égal à Y grand Y, donc le moment polaire est égal à 2 fois Y grand X ou 2 fois Y grand Y, comme vous voulez. C'est ce que vous voyez ici. Le moment polaire, c'est la somme de R2 ds. On remplace ds par l'élément de surface, R que multiplie dr que multiplie dθ. On obtient donc R3 dr dθ. La variation de θ, pour balayer l'intégralité de la surface, on va faire varier θ de 0 à 2π. Donc on va avoir 2π fois la somme de 0 à grand R de R3 dr. Lorsque vous faites la somme de 0 à grand R de R3 dr, on obtient R4 sur 4, donc grand R4 sur 4, ce qui nous permet de dire que le moment polaire, le moment d'inertie polaire, de cette section par rapport au point G est égal à pi R4 sur 2. Et comme ce moment polaire est égal à 2 fois le moment Y grand X ou Y grand Y, eh bien on peut trouver le moment quadratique, ou le moment d'inertie axiale, d'une surface circulaire de rayon R par rapport aux axes principaux, c'est pi R4 sur 4. Voilà une utilisation du moment polaire qui n'a pas forcément grand intérêt dans le cadre de mécanique des fluides, mais souvent on se demande comment calculer ces moments d'inertie. Alors nous sommes arrivés à la fin de la section 1 qui était uniquement dédiée aux caractéristiques géométriques des sections planes parce que nous allons avoir besoin de ces caractéristiques, à la fois les centres de section et à la fois les moments quadratiques, dans la partie mécanique du chapitre. Donc quelques questions pour vous permettre de vous remémorer des définitions. Qu'appelle-t-on moment statique d'une surface plane par rapport à un axe? Comment trouve-t-on le centre d'une surface plane? Calculer la position du centre d'une surface en T. Donc ce sont des sections métalliques que vous pouvez trouver dans la construction métallique. Pourquoi pas aussi sur des poutres en béton précontraint. On veut connaître la position du centre de surface et de la même manière calculer la position du centre de surface d'une section en U. Qu'appelle-t-on moment d'inertie axiale d'une surface plane? Et puis vérifier, à titre d'exercice, le théorème d'Huygens à partir d'une surface rectangulaire.
Donc toutes ces questions doivent vous permettre de capitaliser de l'information quant à ce chapitre. Et donc je vais vous retrouver tout de suite dans la séquence suivante qui va utiliser les propriétés de ces sections pour aborder l'approche mécanique et calculer d'une part la résultante des forces de pression liées à l'eau qui s'applique sur une paroi plane, et d'autre part le point qui est le point résultant qu'on appellera le centre de pression. Donc je donne rendez-vous tout de suite dans la seconde section de ce chapitre. Merci de votre attention.